mal ça si on le lance. Ça fait mal. Ça va aller? T'as pas besoin que je fasse de la place, que je me pousse, que... Très bien, moi je me suis assise, mais Ça va? Si jamais je fais des mouvements, hein, sans en problème. étant assise, je suis plus grande que si j'étais Suffisamment debout. d'espace voilà, vital. Hein? Enfin, ah ben, le problème, c'est la maîtrise de soi. Ça fait longtemps que c'est mon problème. Besoins et des manques dans le paysage. Ah, ça y est. Mesdames et messieurs, bientôt le grand moment, bientôt la table ronde sur la transition écologique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes effectivement heureux de pouvoir parler transition écologique sur le stand des CHU pour la 4e année consécutive et 2 ans après la signature du pacte d'engagement des CHU, vous vous en souvenez. Nous avons avec nous pour parler de ce thème très important Frédéric Boiron, directeur général du CHU de Lille et qui pilote la task force transition écologique des CHU, coordonnant ainsi l'action de l'ensemble de nos établissements. Et le professeur Marie-Thérèse Leccia, présidente de CME du CHU de Grenoble, très grande contributrice des travaux de la Task Force Transition écologique pour la conférence des présidents de CME. Alors, Hélène Aupetit est avec nous également pour animer cette table ronde, directrice générale adjointe du CHU de Reims, et Angélique Bizou-Coffinier, directrice générale adjointe du CHU de Lille. Je vous propose que l'on démarre. Vous aurez derrière un écran qui présentera un certain nombre de données et qui seront des points de repère dans notre présentation. Notre pacte a été signé il y a 2 ans maintenant avec plusieurs ministres à Sant'Expo. Un certain nombre d'engagements ont été pris, déclinés en 3 chapitres. Nous sommes 2 ans plus tard et nous souhaiterions pouvoir aborder les résultats de ces actions entreprises depuis 2 ans, en commençant peut-être par le sujet de l'organisation et de la structuration de ces démarches dans les CHU, puisque la volonté était claire et très affirmée il y a 2 ans. Où en sommes-nous de la structuration des organisations dans nos CHU ? Merci Angélique, chère Hélène, chère Marie-Thérèse. Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, oui, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, il se passait aussi des choses avant. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On n'a pas attendu dans les hôpitaux et dans de nombreuses structures le pacte pour faire des actions en matière de transition et de développement durable. Mais le pacte qui a été signé ici, en effet, avec des ministres qui ont un petit peu changé depuis, c'est vrai, mais qui sont toujours présents parmi nous, il contenait de nombreuses thématiques. Et sur certaines de ces thématiques, on peut dire qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui encore plus concrètes. Tous les CHU, puisqu'on parle de CHU, c'est notre job. On ne peut pas parler de l'ensemble du système de santé. Mais tous les CHU, en tout cas, ont inclus la transition écologique à leur projet d'établissement. Plus de 90% des CHU ont formalisé une politique ou une feuille de route ou un plan d'action. Enfin, ont formalisé des modalités d'action. Plus des 3/4 mesurent les effets de leur feuille de route ou de leur projet, de leur programme. Et aujourd'hui, les 2/3 au moins des CHU ont une équipe opérationnelle qui suit et qui propose, d'ailleurs, qui promeut les mesures. Donc, nous faisons, d'ailleurs, vous faites, parce que Angélique et Hélène qui sont là coordonnent beaucoup ces travaux en réalité au sein de la task force et pour la task force. Mais depuis la signature du pacte, nous évaluons nos avancées. Nous avons un questionnaire annuel assez dense et assez intéressant. Et vous avez organisé des groupes de travail thématiques qui ne refont pas, mais qui essaient de récupérer, de reprendre au bon sens du terme ce qui est fait dans les établissements ou avec d'autres partenaires, parce que je tiens à le dire, c'est l'occasion, Véronique Molière est là, nous avons un partenariat important et qui peut se densifier avec le C2DSS,
qui a une antériorité importante dans ce domaine. Les exemples d'éco-conception des soins se multiplient. Pouvez-vous en donner quelques illustrations et expliquer comment les CHU s'organisent pour inciter et développer les démarches? Alors la question des éco-soins et des produits de santé est essentielle, puisque vous savez que ça représente au moins la moitié des émissions de carbone en lien avec nos établissements de santé. Bien évidemment, c'est toute la chaîne, depuis de la fabrication jusqu'à leur utilisation qui est concernée. Mais nous, dans les démarches internes à nos CHU, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui avaient effectivement déjà commencé avant la task force. Mais maintenant, grâce à justement on va dire, cette union dans les démarches des CHU qui se sont beaucoup plus généralisées, ça passe au travers, quelques exemples que vous connaissez sûrement, mais du passage de l'IV au Péros, et notamment la question du paracétamol, à l'utilisation, vous savez que les anesthésistes sont très engagés, la Société française d'anesthésie au travers des gaz, et donc revoir cette question des gaz, la suppression du protoxyde d'azote autant que possible. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Ceux qui sont très engagés avec nous, et ce sont les pharmaciens qui nous aident à travailler dans toutes nos structures sur le bon usage du médicament. Et quand on dit éco-soins, bon usage du médicament, ça va avec les questions bien sûr de pertinence. Vous savez tout le monde parle de pertinence, mais c'est ça, la pertinence aussi. Donc de bien utiliser le bon médicament, le plus approprié pour le meilleur soin du patient. Tout ça, ça donne lieu à du travail, à des dynamiques d'équipe. La notion d'éco-soin et s'engager sur ces questions de la pertinence du juste soin, ça fédère les équipes, ça donne du sens de manière intergénérationnelle. Je reviendrai sur la question des plus jeunes et de la formation à la fin de la table ronde. Et donc, il y a des démarches absolument extraordinaires. Donc, je vous le disais, dans différents services, dans les blocs opératoires, les hémodialyses en néphro, par exemple, les maternités, avec, vous le savez, le sujet des biberons et d'autres perturbateurs endocriniens potentiels. Donc, outil de management très fort. Ça a permis aussi, du coup, à l'échelle des établissements, d'être labellisés par différents labels. Et 18 CHU, en 2024, ont eu une reconnaissance de leur engagement au travers de ces actions. Donc, ce qui est très important et très positif pour nous, ce qui montre qu'il faut qu'on continue comme ça. Et puis, je vous le disais, bien évidemment, pour parler éco-soins, il faut que tout le monde soit sensibilisé à ça. Donc, il y a des actions de formation dans nos établissements pluriprofessionnels qui ont été portées de façon importante. Je reviendrai sur la formation en lien avec, je suis HU, donc en lien avec la faculté, mais avec toutes les filières des étudiants en santé après. Il y a des choses au niveau de la formation qui sont faites. Je citerai le kit éco-soins de Lille, qu'on a vu notamment présenté lors des journées GHT à Lille, donc qui diffuse sur le territoire aussi, ce qui est important. Et puis des accompagnements dans nos établissements grâce à des ingénieurs du développement durable aussi, qui sont très engagés. Donc on voit vraiment la notion multiprofessionnelle. Et il y a aussi des choses très bien à Grenoble. Bien sûr. On le sait, les hôpitaux génèrent des quantités considérables de déchets, de soins et des déchets d'autre nature. C'est forcément un axe de travail très important. Ah oui, bien sûr, c'est majeur et pour plus d'une raison. Mais si on fait un petit parallèle avec la vie courante, je pense qu'on peut dire que ma grand-mère n'aurait jamais jeté une bouteille en verre à la poubelle. Aujourd'hui, on revient à ces sujets et tout le monde trouve ça normal en disant « Tiens, on va faire des consignes ». Il faut presque une loi d'ailleurs pour qu'on fasse des consignes. Mais on a eu une période de temps où on a beaucoup jeté, un peu à tort et à travers, et parfois on était encouragé à le faire, puisque l'usage unique, c'est aussi du jetable. Et on a beaucoup soutenu l'usage unique, avec des bonnes raisons, mais aussi des mauvaises. Et donc il y a une responsabilité collective à interroger sur la gestion des déchets, qui n'est pas de la flagellation, moi ça je crois que ça ne sert à rien, mais par contre de prendre conscience qu'on peut avoir collectivement des organisations
sous-optimale, si on veut, à cause de vision et d'organisation générale du système économique, et que notre rôle, nous les CHU, et on y tient beaucoup, c'est aussi de remettre un peu de raison dans ces processus et de profiter de l'expertise des professionnels pour changer les méthodes. Donc oui, les déchets, c'est important dans ce cadre. Ça l'est aussi, évidemment, pour des raisons économiques. Ça coûte extrêmement cher de jeter et de détruire. Et parfois, on jette et on détruit pour rien. Donc on dépense pour rien de l'argent, donc on détruit de l'argent. C'est quand même un peu idiot également. Et dans ce sens, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc une des choses importantes à faire, c'est de mettre en place des systèmes de tri ou de réduction des volumes inadaptés. Et par exemple, alors à Lille, mais il y en a d'autres, et je vais en citer d'autres, mais on a une cinquantaine de filières de tri qui sont valorisées. On a des établissements comme Rennes qui, en ayant travaillé sur ces filières de déchets issus des soins, a pu augmenter le recyclage et réduire les volumes. On a Amiens, tiens, ça va faire plaisir à Didier, qui fait du pré-traitement des dasseries. Et là aussi permet de réduire des volumes. Beaucoup ici connaissent ces techniques et ces méthodes. Encore faut-il les mettre en œuvre. C'est un processus un petit peu compliqué parfois coûteux au départ, mais on a des résultats évidemment utiles en termes de transition écologique et de développement durable. On a des résultats utiles en termes économiques et on a des résultats utiles en termes de maîtrise de méthodes et de processus qui impactent aussi l'environnement. C'est un des sujets qui nous intéresse dans la task force, comme d'ailleurs beaucoup de CHU s'y intéressent en général, mais c'est de mesurer l'impact sur l'environnement. Donc dans les déchets, il y a un peu de tout. Il y a aussi les effluents liquides, par exemple. Eh bien, il y a d'ores et déjà aujourd'hui plusieurs CHU qui mesurent les effets des effluents, sans pouvoir toujours les traiter aujourd'hui encore, parce que c'est compliqué, mais qui mesurent au moins cet impact et qui vont identifier les principaux facteurs qui jouent sur le contenu des effluents liquides, rejetés par les CHU. Voilà, donc les déchets, ça paraît quelque chose de simple. C'est en réalité un enjeu de maîtrise économique, bien sûr. C'est aussi un enjeu de maîtrise écologique dans notre environnement et vis-à-vis de l'extérieur. Je rajouterai sur cette question des déchets deux choses. Effectivement, sur les effluents, il y a une question très importante de ce qui part en termes de molécules issues des médicaments et de choses qui sont aujourd'hui pas mesurées. Et donc, il y a des travaux, effectivement, qui sont faits avec les gens qui traitent les eaux et tout ce qui est lien avec la métropole sur ces sujets-là pour essayer de mieux évaluer l'impact dans les eaux. Et puis l'autre chose, c'est les déchets alimentaires, où ça paraît maintenant quelque part une évidence, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on est proactif là-dessus, et ça va de pair aussi la question des déchets alimentaires avec la question des circuits courts à bon escient et avec la question de la prévention, de tout ce qu'on peut porter en prévention sur l'alimentation. Mais les déchets alimentaires, le fait de mieux rationaliser les besoins, de mieux adapter ce qu'il y a sur les plateaux repas des patients. Je vous rappelle que si vous faites des enquêtes ISATIS, c'est quand même ce qui sort en premier, la qualité du plateau repas, et de voir ce qui part dans les poubelles, d'arriver à valoriser, tout ce qui n'est pas touché, oui, en faire profiter. Il y a de plus en plus de précarité, d'avoir des organisations pour faire profiter d'autres personnes. C'est hyper important et ça fait partie de cette dimension déchets et qui est beaucoup plus large et où on peut avoir des actions vraiment de valorisation. Oui, on fait de la biomasse et on fait aussi de l'engrais, puisque c'est aujourd'hui des techniques bien connues. Oui. Les CHU ont un parc bâti, une consommation d'énergie très importante. Ça représente à peu près en moyenne 10% de leur émission de gaz à effet de serre. C'est donc une priorité. Dans un contexte assez contraint sur les investissements, comment on agit concrètement et quelles sont les avancées depuis 2 ans ?
Alors la première chose à dire, c'est qu'on ne pourra sans doute jamais faire un CHU qui ne consomme pas de fluide ou d'énergie. Voilà, on le sait. D'ailleurs, un des plus gros risques pour nos établissements, c'est par exemple la perte de l'alimentation en eau. Hein, on n'y pense pas toujours quand on n'est pas du monde de la santé, mais c'est un sujet majeur. Donc il faut de l'eau de bonne qualité, il faut des fluides, de l'énergie de bonne qualité aussi, stable. C'est d'ailleurs pourquoi, rappelons-le, hein, tous les CHU ont aujourd'hui des installations de protection extrêmement dimensionnées, protection électrique. Mais ceci étant dit, ça n'empêche pas d'améliorer la consommation et de maîtriser cette consommation. D'ailleurs, la technologie nous y aide, puisque même si elle fait consommer de l'énergie, vous avez tous dans la poche un téléphone portable. Ce téléphone est relié à des installations qui sont affreusement gourmandes en énergie. Bon, c'est la même chose finalement dans nos services. Nous avons des ordinateurs partout. Autrefois, il y en avait moins. On consomme de l'énergie aussi de toute façon parce qu'on en a besoin. La technologie le demande, mais la technologie nous aide à consommer moins. Et c'est un peu comme d'ailleurs dans d'autres types d'activités économiques. Aujourd'hui, presque 100% des CHU, en tout cas dans nos enquêtes, ont des actions structurées fortes en matière de maîtrise énergétique. Et on a plus des 3/4 des CHU qui investissent dans la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est le chauffage avec la biomasse. Marie-Thérèse parlait de la réutilisation des déchets alimentaires. On est aussi dans cette logique. Et c'est, vous voyez, un cercle complet, en fait. Hein. On a, dans ce cadre d'ailleurs, on contribue à la réduction des émissions de GES, hein, évidemment. On a comme ça a été le cas, par exemple, à Bordeaux, où il y a eu un programme assez complet dans ce domaine. On prend des exemples, dans tous les CHU, il se passe des choses. À Nantes, par exemple, on a intégré les systèmes d'isolation actuels, modernes, performants, dans les programmes de construction et dans les équipements pour, dans le cadre du projet que tout le monde connaît, améliorer l'impact énergétique. Voilà, on a Clermont-Ferrand qui se connecte au réseau de chaleur urbaine, hein, comme d'autres établissements, comme Reims d'ailleurs, effectivement. Et puis, bien sûr, last but not least, le plan de sobriété du CHU de Lille, que connaît bien Angélique Bizou, avec un impact extrêmement fort sur la consommation et sur les dépenses. Donc, sobriété énergétique, c'est isolation des bâtiments, c'est traitement particulier de la consommation des fluides, mais j'insiste, il n'y a pas que l'électricité, l'ensemble des fluides, et par ce biais, réduire l'impact sur l'environnement, et par ailleurs, et personne ne peut s'en plaindre, maîtriser les dépenses. Donc on est très favorable, oui. Deux compléments sur l'eau, l'importance de l'utilisation de l'eau. Le CHU de La Réunion, ou bien évidemment ce qui s'est passé à Mayotte, ils ont été directement confrontés à ça pour l'hémodialyse. Et actuellement, c'est une vraie problématique. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas traiter correctement. La deuxième chose, par rapport à une table ronde qu'il y a eu avant sur nos grands projets immobiliers de rénovation et de construction, et ça fait le lien, parce qu'il faut en avoir conscience aussi, le fait de s'engager quand même dans ces démarches, et notamment sur l'éco-soin, ça permet de faire appel à des financements spécifiques. Je le souligne quand même. Malheureusement, pas très nombreux. Non, mais un petit peu de financement spécifique quand même. Et toute aide, même minime, peut nous aider tout pour euro, après contribuer. Voilà. Alors, vous avez cité dans les exemples la coopération territoriale sur le sujet de l'énergie, les réseaux de chaleur. Ça fait partie des sujets que nos CHU explorent et essayent de contractualiser. Ça m'amène sur le sujet de la coopération territoriale un peu plus large en matière de transition écologique. Il y a les mobilités, il y a d'autres choses. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des initiatives et des actions menées par nos CHU ? Oui, volontiers. On pourra d'ailleurs tous en donner, mais on avait dit que tu me tutoierais, Angélique. Pas en public, on ne peut pas faire ça. Oui, l'approche collégiale, l'approche de groupe, c'est certainement la meilleure. Et c'est vrai en matière de consolidation du système de santé, à nos yeux, nous, CHU, dans la sphère publique et la sphère hospitalière.
c'est vrai jusqu'à la question de la transition et du développement durable de notre société. L'action collégiale, l'action de groupe. Nous croyons beaucoup à ça. Donc les partenariats sur cette thématique sont aujourd'hui nombreux. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que les CHU, ce n'est pas le sujet. Hein. Mais dans les GHT, par exemple, c'est quelque chose qui s'est largement répandu. Parfois, certains disent encore, ce n'est pas le job des GHT de s'occuper de ces thématiques, qualité, transition éco. Certains disent encore ça. Mais je pense que c'est devenu minoritaire. Et en tout cas, dans les GHT animés par les CHU, à ma connaissance, on est déjà très avancé dans les partenariats mis en place en termes de coopération sur ces thématiques au niveau territorial. Je crois que c'est plus des 3/4 qui en sont d'ores et déjà là. Alors, dans les exemples, il y a des choses toutes bêtes, parce que vous savez, le développement, ben voilà, tiens, c'est à l'écran, donc le développement d'une politique de développement, le déploiement d'une politique de développement durable, c'est pas forcément des grandes idées compliquées ou des choses difficiles à faire. Ça peut être des choses très simples. Et exemple tout bête, la gestion des transports. Alors on va penser évidemment au transport humain, au transport des personnels. Il y a le transport des patients. Et il y a le transport de tous les matériaux et toutes les denrées, données, matériels qui circulent, prélèvement bien sûr, entre établissements. Là, faire une politique coordonnée, c'est aussi utile que de le faire à l'intérieur d'un grand site, par exemple, pour lui-même. Hein, un établissement de grande taille, il y gagne beaucoup, et bien un territoire va y gagner beaucoup. Ça, nous, on pense vraiment à ces choses toutes bêtes et toutes simples. On pense aussi, c'est figuré à l'écran, au vélo. Le vélo, ça ne marche pas toutes les saisons dans toutes les régions. Bon, je suis un Lillois du Sud-Ouest, mais je connais la météo de Lille. C'est vrai que c'est parfois un peu moins, c'est un peu plus ingrat à certains moments, mais en développant l'accès au vélo et les garages, par exemple, protégés, sécurisés, vidéosurveillés, code d'accès, structure métallique, ça marche très très bien. Voilà, et ça, on peut le déployer à l'échelle territoriale. Il faut impliquer les métropoles dont tu parlais tout à l'heure. Les métropoles gèrent les systèmes de vélos mis à disposition. Nous, par exemple, et je sais que c'est le cas pour d'autres collègues, on a eu besoin d'insister, mais on a obtenu ces stations. Ou dans les transports, il y en a qui font des tests originaux. Il va être content, je vais le citer pour une deuxième fois. Didier, tu as bien fait de venir, hein ? Voilà, et c'est en plus un domaine qui me plaît bien, c'est le transport, le test du transport par drone. Bon, il faudra s'assurer qu'en termes de développement durable, c'est complètement pertinent, mais c'est en cours. Voilà, donc le sujet des transports, c'est un exemple dans tous les domaines que vous connaissez. Et nous, on a un job là, qui est celui de s'impliquer et de prendre en charge certaines choses. Alors, on ne peut pas promettre n'importe quoi, mais les forfaits mobilité, les questions intéressement au déplacement durable, si je peux dire, ça, c'est des choses en termes de politique managériale qui sont intéressantes. Les recharges électriques dans nos parkings, etc. Oui, alors sur ce point, pour être franc entièrement, mais tu as raison, il faut aussi oser dire qu'on n'a pas payé l'essence des voitures du personnel. Il n'est pas dit aujourd'hui qu'on paye l'électricité des voitures des personnels. Il faut oser dire ce genre de choses, parce qu'on peut lancer, inciter, aider, mais il y a bien sûr une limite aux prises en charge possibles. Merci pour ces nombreux exemples. On vous propose de terminer la table ronde, parce qu'on a un peu mangé la pendule, avec un chapitre entier que l'on a consacré à la recherche et la formation dans le pacte ADN de nos CHU. 2 ans plus tard, et on l'a dit tout à l'heure, les actions avaient été entreprises bien avant la signature de ce pacte, mais est-ce qu'on peut avoir quelques indications et éléments probants sur la dynamique en matière de recherche et en matière de formation à la transition écologique dans nos CHU? Je vais aller très vite. Alors, en dehors de la formation, je pense que tout établissement porte pour ses personnels médicaux et paramédicaux. On porte vraiment une dynamique très forte en lien avec la conférence des doyens et les universités et avec le monde de la recherche, dont notamment le CNCR et les différents organismes de recherche. Côté formation, il y a un enjeu majeur en lien avec les éco-soins dont je vous parlais tout à l'heure. Pour nous, universitaires, et quel que soit le professionnel de santé,
à une prise de conscience quand on parle prise en charge de pathologie, traitement, de la pertinence de ce qu'on va prescrire. Pourquoi on prescrit cet examen, pour quel bénéfice, pourquoi on prescrit tel prélèvement biologique ou telle radiologie, et en faisant comprendre que c'est autant après de déchets justement et d'impact environnemental. Donc on a un enjeu majeur avec le monde universitaire pour vraiment intégrer, parce que les étudiants aujourd'hui, ils ont une formation générale, comme on l'a les professionnels, sur c'est quoi, ça veut dire quoi la transition écologique, c'est quoi l'impact carbone, etc. Mais de s'acculturer complètement et de faire comprendre en lien avec nos démarches qualité qui sont intégrées, je vous rappelle, dans la certification maintenant, que tout ça, c'est tout lié, l'éco-soin, la pertinence et l'impact environnemental et prendre soin des patients, c'est, enfin pour moi, universitaire, vraiment l'enjeu majeur. Et en recherche, alors on a des exemples concrets, tous, je pense, dans nos établissements, on met en place des prix pour des idées recherche. Moi, je vois les chirurgiens de la main qui travaillent pour recycler, par exemple, les orthèses de main. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Mais à côté de ça, on a vraiment, là aussi, un enjeu majeur pour voir avec le monde de la recherche au travers de nos essais cliniques, qu'ils soient industriels, donc le lien avec l'industrie pharmaceutique, ou académique, pour faire en sorte d'avoir vraiment de porter de la recherche qui donne aussi du sens sur, et qui prennent en compte des indicateurs, d'où l'importance d'avoir des indicateurs et avec ces indicateurs d'adapter les choses sur la recherche, qu'elle soit la recherche fondamentale ou la recherche appliquée clinique, et c'est hyper important. Donc, on travaille vraiment main dans la main, là, actuellement, avec le CN, notamment, et la task force avec le CNCR, avec, là aussi, les différentes aussi sociétés savantes, parce que c'est hyper important d'associer les sociétés savantes de chaque spécialité pour être bien alignées. Et ça revient à ce que Frédéric a dit au début, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à tous travailler en cohérence pour avancer plus vite, pour pouvoir partager et voilà, pour être efficace sur ces actions. Donc c'est vraiment une de nos missions fortes. Absolument, dans le faire ensemble. Je rejoins tout à fait ça, et dans l'idée que pour ne pas refaire ce qui a déjà été fait, on doit aussi explorer ce qui a été fait. C'est le sens aussi de ce travail que nous mettons en place avec le comité du développement durable en santé. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous propose de poser quelques questions, si vous en avez. Une est autorisée. Non, parce qu'on a mangé la pendule, nous aussi, hein, apparemment. Est-ce que la transition écologique devient désormais un élément d'attractivité pour les jeunes professionnels? Ah oui. Super question. Oui, oui. On a même des demandes. Et en réalité, il y a beaucoup d'implications. Et on n'a même pas besoin de le solliciter. Ça vient en soi. Et je pense que c'est normal et c'est très bon signe, parce que c'est le signe aussi de l'évolution de cette notion dans la prise de conscience. On a peut-être pensé pendant un temps que c'était un machin de spécialistes. En réalité, c'est la préoccupation de chacune et chacun. Et c'est très bien comme ça. Non, c'était une remarque. C'était une remarque. Simplement pour dire que non seulement c'est une question d'attractivité pour les jeunes, mais c'est aussi une question sur laquelle on peut faire de l'efficience. Nous, dans le CHU, on sait que quand on parle de développement durable, eh ben, on fait indépendamment de la volonté de faire de l'efficience, on est amené à faire de l'efficience. Donc oui, attractivité, efficience, c'est important. Tout à fait, c'est un cercle vertueux vraiment pour remettre les ressources humaines au bon endroit et faire de l'efficience dans tous les sens du terme. Je suis d'accord. Et on le voit très bien dans les démarches d'équipe, hein, les labellisations, l'engagement qui est vraiment très prégnant et très intéressant et porteur de sens pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Hélène et merci. Et merci à tous les CHU qui mènent les actions dont on a parlé et qui nous ont fourni les exemples et partagé les expériences. Merci à tous.